position reine pour réussir à construire Mmh. de la masse musculaire? On ne doit pas dire position raccourcie, on devrait dire Grande grande longueur. longueur musculaire parce que du coup, ça pourrait induire les gens en erreur. Beaucoup de bodybuilders ont des problèmes de flexion d'épaule. Si quelque chose est moins efficace, est-ce qu'on doit l'arrêter? Plus vous avez de masse musculaire, plus vous êtes fort, plus on devrait baisser le volume. Je pense que c'est peut-être l'inverse chez quelqu'un qui prend des produits dopants. J'ai vu chez des avancés où ça fonctionne très bien. La sensation, ça peut être un paramètre à prendre en compte. Si t'as pas du tout de sensation sur le quadriceps, c'est qu'il y a peut-être un problème. L'excentrique ne servirait strictement à Oui. rien. De façon à ce que ça te permette de gérer correctement tes changements de trajectoire. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Et cette fois-ci je suis pas seul, je suis accompagné par quelqu'un, la plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais je vais quand même le laisser se présenter. Louis, bienvenue. Bonjour Antoine, merci de m'inviter. Je suis pas souvent invité sur des podcasts. J'ai l'habitude d'inviter des personnes sur mon podcast, donc merci de m'inviter. Ah, t'es de l'autre côté, cette fois-ci ça change un petit peu. Écoute, si je voulais t'inviter, Louis, déjà c'est parce qu'on se connaît depuis longtemps et t'es toujours quelqu'un pour qui j'ai eu pas mal d'estime et je pense aussi que là, t'apportes pas mal, on va dire, sur la partie développement des connaissances que les coachs peuvent avoir à travers ta formation, etc. Et l'objectif, là, c'est juste de partager un petit peu nos différents points de vue, principalement sur la partie training. Et la première chose que je voulais voir avec toi, c'est toi, qu'est-ce que tu pouvais voir typiquement dans ta formation pour Mhm. les coachs concernant cette partie entraînement? Les points qui sont vraiment essentiels pour leur permettre de faire un taf correct. Est-ce que je dois m'introduire avant ou pas? Vu que je me suis pas introduit pour les personnes qui me connaissent pas. Ah, Je m'appelle vas-y, The introduis-toi. Prep Dad, Louis. Introduis-toi. Non, ça fait 5 ans qu'on se connaît maintenant. 2021. Je suis arrivé à Paris il y a 5 ans, Donc donc c'est c'était presque 5 ans. ça Presque fait, 5 ça fait ans. presque 5 ans en fin d'année. Du coup, ça me fait plaisir que tu aies lancé un podcast, là que je vois ça. Ça me fait extrêmement plaisir aussi. Et, et du coup, j'ai créé le Mastermind. Ce Prep Dad Mastermind il y a 3 ans pour aider les coachs à se développer en ligne autour de la nutrition, training, physiologie et tout le business de coaching et ce qui va avec. Moi, principalement, le focus principal que je mets directement sur le Mastermind, ça sera pas spécialement. Alors évidemment, il y a toute une partie biomécanique, etc., mais qu'on aborde également dans RTS, qu'on fait ensemble d'ailleurs ce week-end. Mais moi, le focus principal que j'ai, c'est raisonner autour de l'individu, notamment en termes d'individualisation, de la programmation d'entraînement dans des contextes qui sont réels et non théoriques, comme ce qu'on peut voir un petit peu parfois sur les réseaux sociaux. Et donc le but, ça sera, je dis tout le temps, mettre la science dans la pratique. Et donc c'est mettre ce qu'on sait à l'heure actuelle en termes de connaissances training scientifiques et l'appliquer dans un contexte pratique par rapport à ce qui est réellement faisable et pas des modèles théoriques. Ok, ouais, très bien. De toute façon, c'est quelque chose sur lequel tu communiques pas mal, on va dire. Et justement, toi, les différents coachs que tu vois rentrer dans le mastermind, s'ils te suivent, je suppose qu'ils ont déjà tous un certain bagage théorique concernant la partie training, en tout cas. Les lacunes que tu vas voir sur la capacité à transposer ces connaissances théoriques, justement, en pratique lorsqu'on va s'occuper d'un individu avec son contexte, ses différentes problématiques. Moi, je pense en réalité que je vois beaucoup de personnes qui pensent avoir un bon bagage théorique. Après, il faudrait définir, nous, ce qu'on pense être un bon bagage théorique. Est-ce qu'un bon bagage théorique, c'est ce qu'on a lu dans des livres qui datent d'il y a 30 ans? Est-ce qu'un bon bagage théorique, c'est ce qu'on a appris dans des diplômes où on n'enseigne pas des choses qui sont d'actualité? Est-ce qu'un bon bagage théorique, c'est juste connaître des études scientifiques en dehors de leur contexte, tu vois? Et je pense que. Et ouais, est-ce qu'un bon bagage théorique, c'est regarder beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux? Parce que, hélas, et alors j'irais dire, il y a plusieurs extrêmes. J'ai beaucoup de coachs qui font le mastermind qui sortent de. Moi, j'ai tout, j'ai BPGEPS, 2 STAPS, CQP. Maintenant, il y en a beaucoup en fait qui font juste un CQP qui sortent de là. Et finalement, les connaissances qu'ils ont théoriques, non pas qu'elles soient spécialement mauvaises, notamment les personnes qui font le CQP, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont quand même à jour. Ça dépend des organismes de En fait, ça formation. dépend des C'est notre organismes de formation et problématique. des enseignants que tu as eus. Donc, eux, ils ont certaines connaissances théoriques, mais qui transposent pas du tout en pratique. Parce que la plupart, tu leur demandes de créer un training pour tel objectif et tu fais une programmation, on va dire, et tu la délivres en ligne. Beaucoup savent juste pas faire ça. Ensuite, tu as des personnes qui ont également un bagage théorique issu des réseaux sociaux où ils entendent beaucoup de choses à droite, à gauche qui se contredisent. Et il y a maintenant le nouveau troisième type de personnes, et peut-être que parfois on m'avait catégorisé comme ça, et je suis pas d'accord, c'est les personnes qu'on qualifie de science-based, mais vraiment, je parle, c'est pas basé sur la science, c'est des personnes qui juste disent ah mais non, il y a telle étude qui dit on fait pas plus de, faut pas faire plus de genre 10 séries par groupe musculaire par séance ou 5 et ça sert à rien, tu vois. Au-delà, c'est totalement contre-productif et vous perdez du muscle. Voilà, où vous perdez du muscle, où ça sert à rien, où vous avez les rendements sont décroissants et il vaut mieux faire que de la fréquence. Donc je pense qu'il y a ce type de profil-là. Et donc le réel problème que je vois, c'est que finalement, les personnes en fait ont les informations, mais ils n'ont pas de cadre d'implémentation. Il y a beaucoup de coachs qui ne savent pas implémenter les choses qu'ils apprennent. Ça m'étonne pas. Je pense que, de toute façon, à mon avis, c'est aussi un constat que certains de ces coachs-là font de toute façon.
On va pas spécialement définir qu'est-ce que c'est avoir un bon bagage théorique. Je pense que Ouais, ça dépendra de chaque personne. c'est subjectif. Il y en a sûrement qui seront d'accord avec nous, d'autres probablement pas d'accord. Ouais, On va dire qu'il y a certaines formations de référence qui sont plutôt voilà. pas mal. Je pense typiquement à N1, la formation de Joe Bennett aussi, dont j'ai Ouais, plus le nom, qui est quand même pas mal. En tout cas, j'ai eu des bons retours ouais. dessus, mais je l'ai pas faite personnellement. Je pense que ça permet d'avoir un bon bagage. Mais comme tu le dis, c'est surtout cette capacité, en fait, à mettre ça en application. Il y a une différence entre potentiellement savoir ce qu'il faudrait faire sur le papier et il y a savoir faire faire et savoir faire faire correctement à quelqu'un. Et je pense que pour le coup, c'est La la ça. la grosse difficulté des 3/4 des coachs qui sortent même de toutes ces formations en ligne et comme tu l'as mentionné, il y a des très bonnes connaissances. Bah, pour avoir fait la plupart de ces formations, Prescript par exemple en termes de connaissances, je pense que c'est bien, même d'applications pratiques, c'est limité. N1 c'est excellent en termes d'information, même si avec en termes plus de biomécanique, en termes de programmation, c'est un peu plus douteux, mais je l'ai toujours dit. Hem, la plupart ont l'information, c'est juste que lorsque tu les mets face à un client qui a tel ou tel contexte de vie, ils réussissent pas réellement à se mettre à la parce que le rôle du coach, c'est de se mettre à la place du client et de se dire: «OK, dans la réalité de la personne, qu'est-ce qui est réellement faisable et qu'est-ce qui est réellement optimal?» Et optimal, c'est à un moment donné dans le temps. Et pour toi, d'où est-ce qu'elle peut venir cette difficulté? Est-ce que c'est potentiellement un manque d'expérience? On n'a pas travaillé avec suffisamment de profils différents et on a encore besoin de se faire la main pour réussir à comprendre quelles sont les problématiques que les gens peuvent rencontrer en salle? Je sais pas, je pense typiquement à il y a un petit peu cette vibe qui vient d'Angleterre, avoir énormément d'exercices. On voit parfois des séances avec 11, 12 exercices différents. Une série. Voilà, une série potentiellement sur le papier, ça pourrait se tenir, il y a un raisonnement logique derrière. En pratique, dans votre basic fit à 18 heures, je pense qu'on se rend rapidement compte que c'est sûrement pas ce qu'il y a de plus optimal. Et du coup, pour toi, ça viendrait potentiellement en effet de ce manque d'expérience, pas avoir travaillé avec suffisamment de personnes, ou peut-être tout simplement ne pas suffisamment communiquer avec le client, ou ne pas avoir recueilli suffisamment d'informations concernant le contexte du client. Peut-être son expérience d'un point de vue training, la fatigue qu'il perçoit à la fin, ouais, Mmh. à la fin du boulot après sa journée de travail, la fréquentation de la salle dans laquelle il s'entraîne, par exemple. Je pense que ça pourrait venir des 2, mais je pense que la réalité et c'est en fait, dans la mesure où j'ai des questions chaque semaine maintenant dans le mastermind autour de ça, je pense qu'avec le nombre de questions que j'ai eues de la part de certains coachs, j'ai une idée relativement précise de ce à quoi c'est dû et selon moi, c'est que la plupart veulent trop bien faire. Et par là, j'entends faire la chose qui sera sur le papier la plus parfaite dès le départ, pour que le client ait le sentiment que le programme soit surpersonnalisé. Et c'est cette tendance de vouloir surindividualiser. On l'a beaucoup vu dans le milieu francophone, il y a des personnes qui tentent de se rendre intéressantes en vendant de la optimisation, de la sur-individualisation de certaines choses, qui en réalité n'existent que dans un spectre limité. Mais la réelle individualisation, comme tu l'as dit, et du moins adaptation à la personne, ça sera dans l'analyse des datas, notamment dans l'analyse du contexte réel du client. Et donc moi, je pense que les coachs juste qui ont du mal à mettre ça en pratique, c'est qu'ils ont beaucoup d'informations, ils tentent de tout faire parfaitement et donc ils tentent de tout mettre en même temps finalement. Ils tentent de mettre tout ce qui est optimal en même temps, dans le même truc, et d'avoir le training le plus parfait. Et donc ça vient et ça crée des choses qui sont juste pas faisables. Donc, tu penses qu'en fait, il y a quand même cette volonté initiale qui est plutôt bienveillante, de chercher à vraiment optimiser le plan, mais au final, à vouloir tout optimiser sur le papier, on s'écarte probablement de ce qui serait réellement optimal pour la personne sur le terrain, en Voilà, réalité. à force de vouloir l'optimal théorique, tu finis par avoir quelque chose de contre-productif dans la réalité. C'est bien, ça permet de rebondir sur un point que je voulais aborder avec toi, surtout comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on a tendance à te mettre un petit peu dans la case, voilà, personne qui se base à fond sur la Mm. science, à fond sur les études. Au final, là, de ce que tu nous dis, tu te bases aussi énormément sur ce que tu vois sur le terrain. Et du coup, Ouais. toi, ça va être quoi ta vision concernant l'entraînement entre ce qui pourrait être qualifié d'une vision vraiment à 100% basée sur la science ou plutôt une vision sur laquelle on va avoir une approche, on se base plutôt sur les informations qu'on recueille sur le terrain en fonction du contexte de la personne. En fait, par rapport à ça, pour moi, le spectre scientifique est intéressant pour avoir une base de ce qui semble pertinent pour la personne quand tu commences à travailler avec elle. C'est-à-dire que peut-être que tu commences à travailler, je sais pas, avec un débutant total qui s'est jamais entraîné, bah, tu sais qu'il y a peut-être entre tel et tel nombre de séries qui est plus ou moins optimal. Tu sais qu'il y a tel ou tel exo qui serait peut-être un petit peu mieux. Je sais pas. Ça pourrait être intéressant. Mais maintenant, est-ce que ça, on en a réellement besoin si, je sais pas, dans ton formulaire d'onboarding de coaching, tu as suffisamment d'informations sur la personne, qu'elle s'est entraînée pendant suffisamment longtemps,
que tu sais, le nombre de séries qu'elle a faites ces dernières années sur, tel groupe musculaire, pendant combien de temps elle l'a fait, si tu as l'historique de ses trainings, si tu as l'historique de ce qu'elle aime pas, finalement, elle est où la place de la science là-dedans? Et du coup, là, ça devient bien plus complexe de se dire ça. C'est-à-dire que pour moi, la science, elle informe de nombreuses choses, ça donne des pistes de réflexion, ou du moins ça confirme parfois des choses qu'on pensait déjà être justes ou ne pas être justes, et c'est plus là l'intérêt. C'est parfois ça vient, un peu conforter ce qu'on pensait ou au contraire, opposer à ce qu'on pensait et là, ça peut être intéressant. Mais je et peut-être même chose, ça pourrait être intéressant dans un certain spectre où tu te dis que tu veux manager la fatigue ou ces choses-là, mais même chose, c'est La est-ce que fameuse manager fatigue. est-ce que manager la fatigue, ça vient pas de comprendre l'individu? Donc finalement, je pense que moi, c'est ce que je répète beaucoup dans le mastermind, même je le dis relativement sur Instagram. Pour moi, la science est extrêmement importante lorsqu'on parle de nutrition. D'accord. La science est peut-être bien moins importante lorsqu'on parle, d'hypertrophie. Tu penses que ouais, c'est plutôt un domaine sur lequel il faut principalement se fier à ce qu'on va voir sur le terrain. Il faut se fier sur un mélange entre physiologie de l'exercice et biomécanique appliquée à l'hypertrophie. Et à partir de ça et de ces connaissances-là, tu peux plus ou moins designer ce qui est plus ou moins optimal pour la personne. Parce que, par exemple, un exemple que j'aime bien donner parce que c'est un des exemples les plus parlants, c'est il y a certaines formations qui viendront vous dire, ou même certains posts Instagram, vous avez des éducateurs qui aiment bien mettre des carousels où ils parlent d'études scientifiques. Et il y en a certains qui disaient, ouais, le leg curl assis, c'est supérieur au leg curl, non, le leg curl assis, c'est supérieur au leg curl allongé D'accord. pour l'hypertrophie, notamment parce qu'on est sur une grande longueur musculaire et que telle étude nous l'a montré. Si tu regardes l'étude, ils n'ont pas analysé le profil de résistance de la machine. Ils n'ont pas analysé la cam de la machine. D'ailleurs, je crois même qu'il n'y avait pas de photo des machines sur ces études. À partir de ça, on ne sait pas du coup si par exemple le leg curl assis il était à forte tension d'étirement ou de contraction. À l'inverse, si le leg curl allongé il était à forte tension d'étirement ou de contraction. Il suffit que tu aies peut-être un leg curl avec juste un profil de résistance adapté à la force que produit ton muscle, et il sera peut-être plus intéressant que l'autre. Ah, totalement. Et je pense que c'est un exemple qui est parmi tant d'autres de là où c'est plus ou moins bien fait. Après, je pense juste que l'aspect positif enfin, d'études d'une manière générale, c'est que ça parfois, ça peut venir confirmer des choses qu'on pensait, ou confirmer des choses qui ont été faites. Et du coup, c'est quelque chose qui peut être rassurant pour certaines personnes peut-être. Ou potentiellement, ça permet, dans un premier temps, si on n'a pas énormément d'informations sur la personne qu'on va prendre en charge, juste, je sais pas, on peut prendre l'exemple, admettons, d'une cible de tir à l'arc. Ça vous indique que la cible, elle va plutôt se situer par là, et après, avec les informations que vous allez recueillir, ça va être à vous d'affiner et vraiment de réussir à viser le centre de la cible. Ça vous Voilà, évite de partir totalement dans le mauvais sens. Faut plutôt voir ça comme ça en voilà. réalité. Ça te guide et ça te donne une direction, mais la direction, ça te donne pas le chemin exact. Non, mais carrément. Et du coup, c'est là où évidemment, recueillir les bonnes données auprès de ses clients, c'est primordial. Un questionnaire, ça doit être suffisamment complet pour comprendre ce que la personne a fait par le passé, fait, aime, n'aime pas, ses antécédents, ces choses-là, oui. Ça s'arrête pas à poser de questions sur, enfin même, ça va beaucoup plus loin, il faudrait demander toutes les machines de la salle d'un client pour savoir, encore une fois, ce qui est le plus ou moins optimal. Il faut comprendre justement le fonctionnement des machines pour comprendre comment est-ce qu'on sélectionne une bonne machine par rapport à un client, par rapport à la salle dans laquelle il est. Parce qu'il y a justement des choses qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Ouais, totalement. Même idéalement, demander des vidéos d'exécution du client avant qu'il entre en Ça, c'est très coaching bien, ouais. pour voir de quelle manière, peut-être pas une quarantaine de vidéos, ça va peut-être faire beaucoup, c'est peut-être un petit peu fastidieux pour la personne, mais des gros patterns de tirage horizontaux, verticaux, pareil pour des patterns de poussée, même chose pour le bas du corps. Ça permet déjà d'avoir une idée des difficultés qu'on va rencontrer, des exercices qui sont peut-être pas très pertinents à mettre en place dans un premier temps et qui vont demander un niveau technique un peu plus avancé qu'on obtiendra peut-être d'ici 3 4 mois et qu'on pourra se permettre de positionner après. En tout cas pour les rentabiliser correctement, on Ou va dire si la ça comme personne a ça. déjà des vidéos qu'elle a fait dans un coaching passé, qu'elle te les envoie. Ah mais dans ce cas-là, oui, carrément. Ça peut être bien et ça lui prend pas plus de temps. Non. Et justement, pour tout à l'heure, tu prenais l'exemple du leg curl allongé, leg curl assis, exemple que tu avais déjà pris pas mal de fois, comme tu disais. Mhm. Euh, Tu sais, en ce moment, ça fait déjà un long moment qu'on parle énormément de la position étirée, comme Mhm. quoi ce serait vraiment la position reine pour réussir à construire Mhm. de la masse musculaire. Et potentiellement, les positions raccourcies sont pas spécialement intéressantes, c'est des Mhm. exercices qu'il faudrait jeter à la poubelle. Toi, c'est quoi ton avis sur ça? Et dans quel cas tu pourrais justement trouver une utilité à des exercices qui vont plutôt travailler la position raccourcie? En fait, il y a plusieurs choses qu'il faut se dire. Alors déjà, je vais clarifier la terminologie parce que moi, ça fait très longtemps que je dis position étirée raccourcie parce que
j'ai pas envie de dire que je suis un des premiers à l'avoir dit, mais je pense En faisant la distinction avec très perte de loin. résistance, c'est ça qui va Mais être voilà, mais c'est surtout, important. non, non, surtout au-delà de ça, théoriquement, on doit pas dire, alors, on doit pas dire on doit pas dire position raccourcie, on devrait dire Grande grande longueur. longueur musculaire, parce que du coup, ça pourrait induire les gens en erreur si on disait position étirée. Mais pour simplifier, je préfère dire position étirée. Donc, position étirée et grande longueur musculaire, c'est la même chose, ou faible ou courte longueur musculaire, pour une position du coup raccourcie. Euh, Même la science tend à nous montrer que justement une position étirée, une grande longueur musculaire, ça tend à être plus intéressant, ou du moins ça dépendrait également des muscles. Donc jusque-là, tu vois, ça nous avance, mais pas tellement. Maintenant, pour ta question, est-ce que justement une position raccourcie, ça pourrait être plus ou moins optimal? Je pense que soumettre les muscles, les articulations, les tendons à différentes contraintes, différents degrés de contraintes, à certains moments dans le temps, ça peut toujours être intéressant, notamment lorsqu'il s'agit de, j'ai envie de dire de longévité, mais au-delà de ça, par exemple, je sais pas, si quelqu'un a du mal sur ses tirages à avoir un certain degré, sur un tirage, on va dire, semi-vertical, avoir un certain degré de flexion de l'épaule. Parce que du coup, ça serait pas mal d'avoir un curl biceps avec un support typiquement Nautilus où tu as un fort degré de flexion de l'épaule et où la personne reste dans cette position pendant tout le mouvement. Et du coup, potentiellement, elle entraîne sa flexion de l'épaule indirectement. Il pourrait y avoir plein de réflexions comme ça. Non, Ou non, à totalement. l'inverse, quelque chose de plus parlant, c'est est-ce que justement ça ne vaudrait pas le coup d'avoir une extension katana où directement on a la résistance qui est appliquée à ce niveau-là, qui nous permet d'être plus facilement en flexion de l'épaule, ce qui peut servir sur le moyen long terme, sachant par exemple si on prend des bodybuilders, beaucoup de bodybuilders ont des problèmes de flexion d'épaule, Oui, bon, c'est très souvent. d'avoir les bras au-dessus de la tête. C'est pas des mouvements qu'on fait beaucoup dans le cadre du bodybuilding, je pense. Donc voilà, est-ce que ça peut être. Je pense qu'il y a plein de contextes où ça peut être intéressant, la même chose, juste pour varier et pour. Même chose, pour la possibilité où ça pourrait être efficace. J'irais pas, j'irais pas te dire c'est moins. Si quelque chose est moins efficace, est-ce qu'on doit l'arrêter? Non, tu peux très bien privilégier ce qui semble plus efficace et quand même laisser une partie de ce qui est peut-être un peu moins efficace. Que quelqu'un peut peut-être quand même vraiment aimer. Ouais, non, totalement. Puis, comme tu disais, de toute façon, ça va aussi dépendre du matériel auquel vous avez accès. Vous n'aurez pas nécessairement uniquement à disposition des exercices en position étirée. Et Hmm. au-delà de ça, on va avoir certains exercices qui sont, entre guillemets, un petit peu quasi obligatoires. Je pense typiquement aux leg extension. On va plutôt être sur de la position raccourcie. Si vous voulez travailler le droit fémoral correctement et réussir à surcharger dans le temps, on va avoir quoi? Le sissy squat en leg extension. Est-ce que le sissy squat, ça va être facile de réussir à progresser très très longtemps sans que la stabilité ne soit un problème, sans potentiellement que ça devienne un problème pour les genoux de pas mal de personnes aussi? Hmm. Dans ce cas-là, il y a peut-être des exercices, c'est peut-être quasi une case obligatoire en réalité dans le programme. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, le leg extension fait pas, ouais, il est quasi dans tous les programmes, je pense, ou sauf s'il y a un énorme point fort quadriceps, que la personne n'aime pas ça ou qu'elle est trop forte, et je pense que c'est absent du Parce que programme, c'est quoi. plus accessible, c'est plus simple à mettre en pratique qu'un CC squat, où tout le monde n'aurait pas les capacités. Tu rentres en salle, t'es débutant, presque tout le monde a la capacité de faire une extension, tu vois. Je pense que beaucoup moins de personnes auraient la capacité de faire un CC squat dès le premier jour en salle. Je pense que c'est très très compliqué. Je ne me De faire verrais un pas beau le CC squat. programmer pour un débutant, personnellement. Voilà. Toi, du coup, Louis, typiquement, maintenant, tu es quand même un petit peu moins sur la partie coaching, tu t'occupes surtout de former les coachs, mais tu as toujours des clients que, Mmh. de mémoire, tu adores le coaching, donc c'est quelque chose que J'ai tu souhaites toujours beaucoup de conserver. clients. Et ce qui est intéressant avec toi, c'est qu'on voit qu'on a pas mal de coachs qui se sont typiquement vraiment spécialisés avec des athlètes en bodybuilding. D'autres personnes, ça va Mmh. peut-être être très axé sur la perte de poids. Mmh. Toi, tu as travaillé avec différents Mmh. profils, que ce soit à la fois des débutants, des bodybuilders amateurs, des bodybuilders de Mmh. très très haut niveau. C'est quoi potentiellement les, on va dire, les différences notables que tu peux voir sur la partie entraînement? Ou en tout cas, l'approche que tu vas avoir avec ces gens-là vis-à-vis de la partie entraînement. Je pense que déjà, lorsque vous allez coacher un débutant ou un intermédiaire, c'est bien plus facile parce que la personne n'a pas eu dans son cerveau des informations qui pourraient l'induire, j'ai pas envie de dire en erreur, ou du moins qui pourraient la ralentir dans sa progression. Coacher un débutant, c'est facile. Si tu as un débutant complet qui n'y connaît rien, en soi, il va t'écouter, il va faire bêtement ce que tu dis. Je dis pas que c'est bien ou mauvais de faire bêtement quelque chose, mais je dis, t'as un coach, t'écoutes ton coach, c'est très bien comme ça. Pour quelqu'un qui est beaucoup plus avancé, notamment quand t'es bodybuilder professionnel, je pense que ça dépendra de la capacité de remise en question de l'athlète. Si un athlète a une haute capacité de remise en question, là, il y aura potentiellement pas mal de choses à changer. Si un athlète a une faible capacité de remise en question, ça sera plus à toi de tenter d'optimiser quelque chose qui est pas super optimal. Après, moi, j'ai jamais eu de mal avec des personnes avec qui j'ai travaillé, amateurs ou bodybuilders professionnels, à ce que ces personnes se remettent en question, parce que c'était des personnes qui voulaient progresser. Et justement,
quand tu arrives à coacher des personnes du coup à un niveau IFBB Pro, WNBF Pro, peu importe, là le but c'est de leur expliquer qu'ils sont à un certain niveau, que ça fait déjà des années, 5, 10 ans plus qu'ils font ça, et que pour aller plus loin, il faut optimiser un peu plus la chose. Il faut potentiellement faire des choses qu'ils n'ont jamais fait par le passé. Euh, et donc ça c'est plus, on va dire, un travail de discussion avec la personne en réalité qu'il y a autour de la programmation d'entraînement, et de vraiment leur expliquer le pourquoi ça sera le plus bénéfique pour eux. Et pourquoi ce qu'ils faisaient par le passé, bah, peut-être que tout n'était pas le plus bénéfique pour eux. Et donc parfois, ça sera leur permettre d'avoir une vision différente et peut-être de faire des choses un peu plus contre-intuitives. Typiquement, chez les profils avancés, on va dire, les bodybuilders pro Mmh, avec lesquels tu as pu travailler, que ce soit en NPC, que ce soit en mmh, WNBF, j'imagine que tu as des particularités qui reviennent un petit peu chez ces profils-là. mmh. C'est quoi les particularités que tu vas voir chez ces profils qui ressortent pas mal, ou même toi potentiellement, quelque chose que tu aurais peut-être tendance à répéter un petit peu avec ces profils-là, ou des choses que tu vas leur demander, que tu ne leur demanderais qu'à eux, mais pas nécessairement à d'autres profils. En réalité, déjà, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent moins dur que ce qu'ils pensaient et qui vont beaucoup moins à l'échec que ce qu'ils pensaient et qui ont juste été habitués machinalement à faire pendant des années la même chose. Et donc qui se sont habitués finalement à être, je sais pas, à quelques reps en réserve, etc. et de justifier ça comme quelque chose de normal. Alors non pas que ce soit mauvais d'avoir quelques reps en réserve, mais du coup c'est quelque chose que tu peux potentiellement ajuster. Ensuite, même chose, là, les plus gros problèmes, enfin pas les plus gros problèmes que j'ai vus, mais les ajustements, c'est souvent au niveau des trainings d'eau. C'est tout le temps au niveau des trainings d'eau. Tu regardes, la plupart, ils font juste des mouvements qui viennent stimuler surtout les muscles du haut du dos, trapèze, rhomboïde, enfin trapèze moyen, rhomboïde, arrière d'épaule même, et relativement peu le grand dorsal. Et tu regardes la plupart qui arrivent, pour qui ça fait beaucoup d'années qu'ils s'entraînent, qui ont du mal à progresser sur le dos, ont souvent un bon haut du dos, très très peu de grand dorsal. Même si je pense qu'avec les tendances des réseaux sociaux ces dernières années, ça tend à s'améliorer un peu, tu vois. On communique pas mal sur l'importance du grand dorsal Voilà, on communique pas depuis mal. 4-5 ans, je Ouais, pense. Avec Kassem qui a pas mal communiqué sur voilà. 2 exercices en particulier, quoi. Et je pense surtout que c'est ça. La plupart du temps, c'est ça. Et après, parfois, même chose, certaines techniques d'exécution avant, ou même juste tendre vers quelque chose d'un peu plus optimal, d'un peu moins dangereux. Je pense qu'également, c'est important quand tu as un haut niveau dans le bodybuilding de tenter d'avoir les options, le risque-bénéfice. Avec le plus de bénéfices et le moins de risques possible. Le but, c'est pas de faire quelque chose de lourd pour faire quelque chose de lourd. Le but, c'est de faire quelque chose qui va stimuler au maximum le muscle et qui mettra le moins de contraintes en soi possible. Squat à 300 kilos chez un athlète qui est très fort sur C'est 4 séries, est-ce que c'est le moyen le plus intelligent d'accumuler du volume? c'est ça. C'est ce qu'il n'y aura pas d'autre chose qui viendront prendre le relais. Après, il y a des personnes qui sont très partisanes de ça. Mais je sais pas si c'est le plus optimal. Ok, donc tu penses que même chez certains athlètes de très très haut niveau, en réalité, leur capacité à pousser l'intensité au niveau de l'entraînement, elle pourrait sûrement être encore un petit peu accrue, Je pense qu'il typiquement. y en a beaucoup. Si tu regardes beaucoup de vidéos YouTube de pro IFB, tu regarderais, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient s'entraîner plus dur. Ah, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Si tu regardes, après, il y en a aussi également qui s'entraînent extrêmement dur. Je sais pas si tu regardes Samson Doda. Ouais, Ses trainings, c'est très particulier. Je pense qu'il fait beaucoup de, je crois qu'il fait beaucoup de giant sets, etc. ouais, Comme ce qu'il faisait avec Milo Sarcev. C'est une difficulté qui est autre, tu vois. C'est pas la même difficulté. c'est sûr que c'est Même pas quand il le même s'appelle type d'effort qu'un Jordan Peters, un Sam, Brett Wilkins, par exemple. Sam Sulek s'entraîne très dur également. Martin Fitzwater, je crois qu'il s'entraîne très dur. Bah, d'ailleurs, il y a les vidéos de lui quand il s'entraînait avec Brett Wilkin. Avec Brett, ouais, ils sont partenaires d'entraînement. Pour le Voilà. coup, là, c'est un peu un style à Jordan Peters. Voilà. Et donc, il y en a d'autres, au contraire, qui pourraient potentiellement s'entraîner plus dur. Mais maintenant, s'ils s'entraînent pas spécialement dur et qu'ils ont d'excellents résultats, est-ce que ça vaut pas plus le coup de faire ça aussi? Si, probablement. Ah si, parce que du coup, tu as quand même un degré de contrainte qui est inférieur. Et peut-être qu'ils compensent avec un volume plus important aussi. Et peut-être qu'il compense avec un volume total plus important. Et d'ailleurs, concernant le volume, parce que pareil, quelque chose qui vient pas mal d'Angleterre, qu'on a vu émerger un petit peu avec la team Jordan Peters, etc. Plus vous êtes avancé, plus vous avez de masse musculaire, plus vous êtes fort, plus on devrait baisser le volume, parce qu'on serait capable du coup de produire un stimulus plus important avec chaque série. Mhm. Évidemment, plus de stimulus sera généralement accompagné d'un petit peu plus de fatigue, donc une capacité à encaisser du volume qui serait amoindrie. C'est quoi ton avis là-dessus? Et surtout, est-ce que c'est quelque chose que tu as observé ou potentiellement tu aurais pu voir l'inverse avec des profils justement avancés et qui ont déjà des très gros niveaux de force par exemple? Je pense que c'est peut-être l'inverse chez quelqu'un qui prend des produits dopants. Et je pense que chez quelqu'un naturel, ça s'applique relativement. Mais c'est, je pense, et je peux pas affirmer comme ça qu'il y a quelque chose qui sera vraiment plus optimal. J'ai vu chez des avancés où ça fonctionne très bien, d'avoir potentiellement un peu moins de volume,
et qui progressent, mais j'ai vu également des personnes avec un extrêmement haut volume, et où tu continues à monter le volume sur des points que tu as envie d'améliorer et qui progressent. Et je pense même chose que ça dépend de si la personne est naturelle ou non, et je crois que justement, il y avait quelqu'un qui en avait parlé, c'est quelqu'un d'assez controversé, Adam Omaki, je crois que tu le suis, Australian Strength Coach, Yes, il est je le extrêmement suis. controversé, Il c'est est. spécial. Je pense que c'est quelqu'un d'intéressant à suivre. C'est le vi- Apprendre avec des ouais. pincettes, mais les points de vue sont intéressants. Personnellement, j'aime bien, Et mais il y a des c'est une des choses. personnes qui en avait parlé. D'ailleurs, c'est celui aussi qui parle justement de ça et qui dit moins de volume, c'est sûrement le mieux quand t'es naturel, quand t'es dopé. C'est quelqu'un qui a, pour le coup, ces 10 dernières années, 15 dernières années, toujours eu raison, à ma connaissance. C'est Lyle McDonald. Fameux Lyle Le McDonald. fameux Lyle McDonald qui, à ma connaissance, n'a pas eu tort depuis 15 ans. Je crois que c'est marqué dans sa bio. Il a dit, ouais, sa bio, c'est vous savez qui je suis et vous savez que j'ai raison. Voilà, il me La bio semble est que très c'est drôle. ça. Ouais, c'est ça, sa bio. Personnage particulier, mais pareil, je vous conseille de suivre et Ouais. surtout acheter son livre sur The Woman's Book. Très très bien. Tous ses livres sont bien. En vrai, j'ai lu tous ses J'ai livres. uniquement lu Tous celui-ci, ses il est livres. super. Women's Book, il est bien. Il y a le livre sur le PSMF, Oui, Protein il en a fait Sparring un Modified là-dessus. Fast, qui est bien. Il y a le livre sur les protéines qui est bien. Aggressive Diet aussi, je crois Il qu'il a en fait a sorti deux et trois. il a sorti un livre très récemment. Il a sorti un livre l'année dernière sur les agonistes du GLP-1. Oui, oui, j'ai vu qu'il voulait en sortir un. Je savais pas que c'était déjà Il est sorti, ouais. sorti l'année dernière. Il est extrêmement bien. C'est un des meilleurs auteurs qui soit, on va dire, surtout nutrition. Les livres sont très accessibles aussi si vous voulez se PDF. lancer. PDF, ça coûte 15 balles, même pas. Ou Amazon. Je crois que vous pouvez avoir les formats papier, c'est quand même un petit peu plus cher. Voilà. Mais c'est un bon auteur. Ok. Ah, très bien. Et autre point du coup concernant un petit peu les athlètes de niveau avancé, et au-delà de ça, même plutôt la partie volume d'entraînement, toi, c'est quoi les choses que tu pourrais regarder qui vont dicter ta prise de décision concernant le volume d'entraînement? Est-ce que cette personne, elle va être capable de tolérer un petit peu plus, ou est-ce qu'elle va être capable de... Ou est-ce qu'elle, au contraire, elle n'est pas capable, et il faut peut-être qu'on abaisse un petit peu le volume d'entraînement? C'est quoi les grands paramètres que tu vas aller observer à ce niveau-là? Parce que j'ai l'impression que le volume, il y a ce côté un petit peu mystique, où on vous dit tout simplement, parfois juste, tant que les performances montent, c'est bon, vous pouvez augmenter le volume, mais d'un côté, les performances montent toujours un petit peu, mais c'est quoi un bon rythme de progression? Est-ce que c'est une surcharge qu'on réussit à appliquer toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines? Est-ce que ça doit être ça pour tous les groupes musculaires? C'est quoi ton avis là-dessus, en fait? Je pense que c'est dicté notamment par l'intensité que la personne peut produire sur chaque série. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mentalement pas prêtes à aller proche de l'échec. Enfin, c'est vrai, il y a des personnes qui, tu peux les corriger 10 fois. Peut-être que ça dictera le fait que tu dois mettre plus de volume total ou plus de nombre de séries totales. Ça dépend des exercices aussi. Ça dépendra des exercices. Et donc, je pense que c'est notamment dicté par ça. Et c'est dicté par la capacité de la personne à aller relativement proche de l'échec ou non, à bien récupérer entre ses séances. Et comme tu le dis, à progresser après. C'est quoi, comme tu le dis, c'est quoi une bonne progression? Est-ce qu'on est capable de dire ce que c'est une bonne progression? Une bonne progression, c'est sûrement quand tu grappes un petit peu de rep ou un petit peu de charge sans de dégradation technique visuelle. Mais ça reste une définition subjective parce que enfin, une rep par-ci, une rep par-là, ça peut être bien, mais après, il faut également se demander, c'est comme ce qu'on en parle dans le RTS, ce qui compte, c'est la répétition. C'est à quoi une répétition ressemble. Et donc, c'est également prendre la personne avec son niveau de contrainte. Donc, demain, si la personne elle fait son training push à 16 h et que la semaine d'après, elle fait son training push à 16 h, mais qu'elle a eu une journée difficile, qu'elle est restée assise toute la journée, est-ce que du coup, on a le même référentiel? Non, on l'a pas vraiment. Donc, il faudrait mieux regarder le spectre de la séance en soi et comment la séance en soi s'est passée, et ce que la personne a donné durant sa séance, et comment c'était effectué. Et ensuite, quand on fait du bodybuilding, regardez, je pense, la progression visuelle. Il pourrait y avoir des progressions, je pense, en charge, ou, qui paraissent pas énormes, ou qui sont peut-être une rep toutes les 3 semaines, et qui se traduisent en de grands changements visuels. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Je pense même qu'honnêtement, une rep toutes les 3 semaines, si vous arrivez à appliquer ça sur 4-5 ans d'affilée, c'est un rythme de progression qui est assez fou. Ouais. Si vous avez un soulevé de terre à 200 kilos en série de 6, admettons sur votre RDL, je vous laisse imaginer dans 3 ans si le rythme de progression reste le même, vous faites partie Voilà. du top mondial, je pense. Et le point que tu donnais sur la surcharge progressive, je pense qu'il est intéressant parce que tu es venu justement reparler de cet aspect visuel. L'objectif en hypertrophie, c'est justement d'avoir un rendu visuel, donc il faut aussi qu'on se base là-dessus et peut-être parfois réussir à s'éloigner un petit peu des données qui peuvent être chiffrées. Surtout que dites-vous bien que si réussir à appliquer la surcharge progressive ou progresser le plus vite en performance, c'était potentiellement ce qui avait le plus intéressant pour l'hypertrophie,
Dans ce cas-là, on viendrait probablement tous adopter une approche plutôt typée powerlifting. Notre objectif serait de maximiser les performances. Mmh. Donc, peut-être un volume un petit peu trop bas, des tranches de répétition peut-être moins variées et beaucoup plus basses elles Mmh aussi. mh. Est-ce que pour autant les powerlifters, ce sont des individus très musclés, mais est-ce que ce sont eux les plus musclés? Pas certain. Voilà. Donc non, je suis relativement d'accord avec ça et également, c'est, je pense, je sais pas que le type d'audience qui écoutera le podcast, si c'est surtout des coachs ou des pratiquants ou peut-être les 2. Pratiquant Mmh. Pratiquants avancés, intermédiaire avancé, pas voilà. mal de coachs aussi. Bah, pour les pratiquants qui écoutent ça, c'est faut surtout se dire, faut sortir de ce piège du logbook constant. D'ailleurs, on m'a reproché une fois, il y a un influenceur une fois qui m'a reproché dans un extrait de podcast, c'est même pas un podcast entier, où j'ai dit avec mon ami Alex Rem Red Skull Training, je parlais du logbook et je disais que le logbook, non pas qu'il ne faille pas en avoir, contrairement à ce qu'on a tenté de me faire dire, mais ce qui est un fait, je disais, le logbook, le vrai problème, c'est la course à la charge qui peut mener à la blessure. Je dis ça, c'est juste un fait. C'est une blessure, la définition d'une blessure. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est, sûrement la personne qui m'a accusé de dire ça savait pas ce que c'était. C'est quand la charge dépasse la capacité des tissus. Bon, point. C'est une définition basique, vous pouvez la regarder, c'est à peu près ça. Maintenant, si au fur et à mesure des semaines, vous ne regardez que la charge et que vous tentez de faire des incréments qui sont trop élevés, il y a de grandes chances que vous ayez des dégradations techniques. Ces dégradations techniques peuvent vous entraîner d'avoir X ou Y problème s'il n'y a plus de contrôle à un moment donné et si l'exécution n'est plus la même. C'est juste ça, c'est pour ça que moi, le logbook peut, pour certains athlètes, je pense, être un piège lorsqu'ils ne cherchent que et qu'ils ne voient que la performance, notamment par la charge ou par la répétition en soi, ou le nombre de répétitions, parce qu'ils auront tendance à vouloir battre les performances. Et vouloir battre les performances, pour certaines personnes, ça conduit justement à se dire ah bah je vais dégrader, enfin pas je vais dégrader, ils le font pas consciemment, c'est inconsciemment, je vais tenter de pousser plus lourd et donc ils dégradent la technique. Je sais pas si tu parles d'un développé, l'axe de tes humérus il a peut-être un petit peu changé. Si tu parles d'une presse à cuisse, tu auras peut-être un rebond en base de la presse alors que tu n'en avais pas avant et plein d'autres choses comme ça. Mais je pense que c'est important de clarifier ça, que le logbook est un très bon outil, mais il doit savoir être utilisé. Et donc là, je pense que ça vient de la part des coachs qui doivent créer une forme d'éducation pour leurs clients autour de ça. Et du coup, est-ce que tu penses que dans certains cas, Ça peut être bien de ne pas avoir de logbook. alors, je pense que partir dans cet extrême-là, c'est probablement pas ce qu'il y a de plus intéressant, ou potentiellement se dire j'ai atteint un certain niveau, j'abandonne le logbook. Après, si vous voulez le réintégrer, vous avez potentiellement 1 ou 2 ans sans référentiel. Je suis pas certain que ce soit le plus Ouais. pertinent, mais peut-être se dire, admettons, sur tel mouvement, ou peut-être tel groupe musculaire, admettons, peut-être plusieurs mouvements, peu importe, un client, on se détache du logbook. Jusqu'à la fin du bloc, pendant les 8, 10 prochaines semaines, tu continues quand même à m'envoyer tes vidéos d'entraînement. On s'assure que tu restes sur des charges Mmh. cohérentes et tu essaies peut-être de te concentrer un peu plus sur la sensation, un focus interne et un petit peu moins sur le logbook. Est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant ou même potentiellement est-ce que ça t'est arrivé de le faire avec certains clients dans certains cas? Je pense que ça peut être bien, mais ce qui m'est le plus arrivé de faire avec certains clients, c'est pour certains clients où je voyais qu'ils avaient tendance, je sais pas, 1re semaine, tu fais 11 reps à 20, 2e semaine, 12 reps à 20, 3e semaine, tu remets, tu mets encore plus, et cetera. Pourquoi pas se dire, pour la semaine d'après, tenter d'aiguiller la personne vers la charge et les nombres de répétitions que tu veux. Et peut-être la semaine, tu vois qu'il fait 11 à 20 relativement pas propre, la semaine d'après, tu vas lui dire: «Je veux que tu me fasses 10 à 20» et tu t'arrêtes à 10 à 20 et tu m'envoies la vidéo. Et ça te permet de contrôler un peu plus ce que la personne a fait et potentiellement, justement, que la personne, elle se dise: «Ah ben j'ai une rep de moins à faire». Peut-être qu'elle va se dire: «Elle a une rep de moins à faire», elle va tenter de la rendre plus dure et donc elle va se focus peut-être un peu plus sur La le f technique. la technique d'exécution, le focus interne et donc alors avoir de meilleures sensations même si je pense que ça compte, hein, sur un certain degré, mais c'est pas la chose qui compte le plus et donc juste, progresser mieux. Donc la réponse c'est, je pense que ce que tu viens de dire, ça peut être bien. Et c'est Ok. une bonne technique de se détacher du logbook. Après, pour moi, ça peut être une bonne technique de se détacher du logbook. La seule condition, enfin, du moins sur certains exercices, et la seule condition, comme tu l'as mentionné, ça serait que la personne continue d'envoyer des vidéos. Parce que dire à la personne, détache-toi du logbook et pas envoyer de la vidéo, c'est peut-être au contraire la course à ce que la personne augmente et. Tu vois. Vous avancez dans le flou total. Ouais, Plus aucune donnée n'est traquée. ouais, Là, c'est du freelance pour le client, quoi. exactement. Mm. Non, non, mais parce que moi, ça m'était arrivé justement avec un client, Laurent, à un moment, le dos était plutôt un point faible et la surcharge progressive avait tendance à être un petit peu trop rapide. Hmm. Et de ce que je voyais sur les vidéos d'entraînement, l'exécution se dégradait progressivement, mais c'est des petites déviations en fait au niveau de l'exécution. C'est pas vous êtes à la semaine 2 et ça devient catastrophique par rapport à la semaine 1. C'est la trajectoire de coude est un petit peu changée sur un tirage vertical. On a cet abaissement au niveau des épaules en contraction qui est un petit peu moins important. Et vous vous rendez compte que potentiellement, en fait,
Arrivé à la semaine 10-12 du programme, vous aurez une surcharge progressive, mais est-ce que ça va réellement se transférer sur le Ouais. physique? Probablement pas. Et comme le disait Louis plus tôt, c'est là où les photos sont extrêmement importantes. Surtout quand votre objectif principal, c'est l'hypertrophie. Et juste pour revenir sur un point, parce que tu parlais un petit peu de la sensation, tu penses que ça peut être relativement important. Ça peut être un paramètre à prendre en compte, selon toi, dans certains cas? Et si oui, pourquoi? Certains exercices, par exemple, je sais pas, certains exercices justement où tu viens raccourcir totalement un muscle, c'est relativement cohérent que tu aies une sensation sur ce muscle-là. Je pense certains exercices, on va dire, où tu vas plus, étirer un muscle, enfin, ou du moins être dans une grande longueur musculaire, peut-être tu aurais moins la notion de sensation, tu vois? Je pense que, par exemple, je sais pas, un leg extension, si tu pas du tout de sensation sur le quadriceps, c'est qu'il y a peut-être un problème. Niveau de raccourcissement, on est censé les sentir un minimum, je Voilà, pense. donc je pense que le degré de sensation, c'est pas la chose la plus importante, mais ça peut également aider la personne à avoir ce focus et se dire qu'elle travaille bien ce muscle-là. Je pense qu'il y a une forme d'intérêt à la sensation. Ça peut aider la personne, même chose, à améliorer son exécution parce que consciemment, si tu cherches à stimuler le muscle, je pense qu'il y a, tu vas t'appliquer sur d'autres choses, du coup, pour tenter d'avoir le maximum de sensations. Donc peut-être sur l'extension, à la place d'avoir tes mains sur les jambes, bah, tu vas te dire: «Je vais tenir les poignets» et puis même, tu vas te dire: «Je vais mettre une ceinture» et tu vas te mettre des sangles de tirage et du coup, tu vas éliminer tout ce qui était annexe, qui te dérangeait. Tu vas tenter de te concentrer au maximum. Tu as pu lever tes fesses et là, peut-être que tu les sentiras mieux, tes quads. Non, en fait, se concentrer sur la sensation, ça permet simplement de modifier légèrement l'exécution et faire en sorte que le stimulé à travers Mmh. la répétition, comme tu le disais tout à l'heure, soit probablement un petit peu plus important en réalité, en fait. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant dans certaines mesures. Justement, là, on parlait un petit peu de sensation, une variable que tu pourrais utiliser dans certains cas. Est-ce qu'il y a certains paramètres d'entraînement, selon toi, qui ne sont pas suffisamment pris en compte par les coachs quand ils vont suivre leurs clients? Des paramètres qui sont peut-être surestimés, sous-estimés pour d'autres? Surestimé, ce serait peut-être les temps de repos. Tu penses, ouais? Non, mais du moins mettre quelque chose de trop fixe. Toi, Après, tu donnes plutôt une ouais, plage de temps de une plage repos? de temps de repos, Au toujours. même titre que les tranches de répétition, en Voilà, fait. une plage de temps de repos. Même chose, oui. Il y avait le débat récemment du 4x12. Tu as dû le voir sur Instagram, je sais pas pourquoi. Il y a tant de gens qui ont fait des réels pour dire ouais, est-ce que c'est utile, c'est pas utile. Bon, J'ai vu passer un post, sur ça. je pense que justement, je pense qu'il n'y a pas de. Les gens qui disent c'est inutile n'ont rien compris et les gens qui disent ah, ça peut être super réfléchissent peut-être un peu plus bizarrement. Euh, Parce qu'en effet, c'est possible de faire 4x12 et que ça soit cohérent. Si je sais pas, t'as derrière 3-2-1-0, enfin tu vois, Non, non, mais pourquoi pas. totalement. Mais si c'est enfin, tu peux pas savoir à l'avance et programmer 4x12 et savoir que la personne va exactement faire ça. Sauf si t'es absolument devin, mais ça m'étonnerait que certaines personnes aient ces capacités-là. Donc pour revenir, je pense que avoir justement une répétition précise, c'est surcoté. Avoir un temps de repos précis à la seconde, c'est surcoté. Je pense que la chose qui est sous-estimée avec du recul, c'est peut-être les tempos. Et j'irais pas dire par rapport au fait de devoir ralentir l'excentrique, je parle plutôt par rapport au fait que la personne soit consciente de là où ça devrait potentiellement être dur ou non, et là où la personne justement devrait mettre ou consciemment mettre une légère pause pour pas tricher. Par exemple, avoir une légère seconde de pause en bas sur une presse à cuisse pour permettre à la personne de ne pas rebondir en bas ou de taper la cale, je pense que ça peut être bien. Je pense que ça peut être bien aussi. Tant que vous faites en sorte de ne pas laisser vos mollets se reposer passivement sur vos ischio-jambiers. Alors, Parce que là, il y a probablement plus de j'a- réelle tension sur le voilà, c'est quadriceps. Hack squat, presse à je cuisse, crois, squat, c'est souvent voilà, une voilà. problématique qui ressort. J'allais justement dire ça. Chez les personnes qui, en fait, et ça part d'un très bon sentiment, c'est je veux avoir une exécution qui est hyper qualitative, standardisée avec cette petite seconde en bas, avoir une super amplitude, et c'est peut-être moins productif que ce qu'on pourrait penser. Je crois que Tom Purvis devait appeler ça cushion force, c'est quand, par exemple, ouais, ton ischio et ton mollet se posent, là entre eux, c'est une sorte de coussin et du coup tu te reposes. C'est d'ailleurs la série la plus dure de hack squat que j'ai faite de ma vie, c'était à Singapour avec Benny Price, où il m'obligeait à ne pas reposer mes ischios sur mes mollets, et du coup ça devient beaucoup plus dur. Ça fait une énorme, Mais énorme vous, différence, et je pense que les 2-3 cm d'amplitude perdue valent le coup d'un point de vue stimulus. vous enlevez 20% de la charge sûrement pour faire la même chose. Et vos articulations peuvent vous remercier au passage sur le long terme. Et c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que quand je dis également tempo, c'est la même chose. C'est en termes. Là, on évoque le tempo, enfin, moi, j'estime que ça peut être intéressant, du moins comme outil pédagogique pour que la personne comprenne. C'est plus ça. C'est quand tu as quelqu'un de très avancé qui comprend là où il faut mettre un temps, très bien comme ça. Euh, à l'inverse, non, ou même chose, peut-être justement même chose, les amplitudes, comprendre ce qui est réellement utile.
C'est la même chose pour le grand dorsal, est-ce qu'il faut revenir totalement au-dessus de la tête avec une énorme flexion de l'épaule pour stimuler au maximum le grand dorsal, alors que peut-être le grand dorsal n'a pas le plus de levier à ce moment-là? Grand débat, ça aussi. Grand débat, grand débat. Pareil, pour le grand dorsal. Typiquement sur un. Parce que là, quand tu parles de tempo, du coup, potentiellement, que toi, tu pourrais utiliser, de ce que je comprends, le tempo que tu viendrais utiliser, plutôt conseiller à quelqu'un, on serait surtout sur les extrémités du mouvement. Soit sur. Oui, Ouais. oui, parce que je vais pas imposer à la personne d'avoir, Sur la un concentrique. ralentissement de la concentrique ou Sauf cas de blessure particulier, voilà, je vois pas réellement d'intérêt. ou une accélération de la concentrique. Ou une accélération de l'excentrique. Il y en a qui font ça, mais pour moi, l'accélération de l'excentrique, ça conduit beaucoup de personnes à ne pas assez contrôler la pose en bas, ce qui pourrait être un problème. Tiens, typiquement, juste pour revenir sur. Hop, on va faire une petite pause là-dessus sur l'excentrique, vu que pareil, c'est un sujet en ce moment. A priori, en excentrique, on va pas avoir une tension active très très importante, et du coup, Mmh. l'excentrique ne servirait strictement à Oui, rien. C'est quoi ta position là-dessus? je pense que juste, je pense qu'il faut contrôler l'excentrique juste pour pas tricher sur la pose en bas, par exemple, et rebondir. La plupart des personnes qui ne je sais pas, demain tu contrôles pas ton excentrique sur un leg extension, tu vas finir par faire quoi? Bah, par taper le stack de points en bas et ensuite repartir avec de l'inertie. C'est tout. Et avoir du mal à stabiliser le bassin au moment où vous changez de direction aussi. Voilà. Personnellement, moi, généralement, la recommandation que je donne à mes clients sur l'excentrique, c'est fais en sorte de retenir suffisamment l'excentrique de façon à ce que ça te permette de gérer correctement tes changements de trajectoire. Typiquement, Très sur bien. un développé couché, ta trajectoire de coude, tu sais qu'elle doit être à peu près comme ça. Si une seconde d'excentrique, c'est suffisant pour toi, applique une seconde. S'il Mmh. te faut 2 secondes dans un premier temps, reste sur 2 secondes, ça me paraît très loin d'être excessif. Surtout potentiellement la longueur des bras de la personne. Entre quelqu'un d'1,95 m et 1,60 m, ce sera sûrement un petit peu plus long aussi. Très bien. Exactement. Hum. Et pareil, là tout à l'heure, tu parlais un petit peu des tempos et de l'amplitude, potentiellement les pauses que tu pourrais venir Mmh. appliquer sur des extrémités, et a priori principalement sur de la position, enfin, sur les extrémités du coup, donc la position la plus raccourcie ou la plus étirée durant le mouvement, on va dire ça Mmh. comme ça. Est-ce que ça dépend pas aussi du mouvement? Ah Par si. exemple, est-ce que sur un rowing à un bras, c'est réellement utile de venir accentuer l'étirement de manière très très prononcée ici, par rapport à la direction de notre résistance? Non, je pense que le seul intérêt de mettre une légère pause à l'étirement, c'est que la plupart des personnes qui n'en mettent pas, ou du moins quand ils sont, on va dire, suffisamment protractés avec le bras également tendu, c'est qu'ils auront tendance à faire une rotation au niveau du bassin également pour s'aider. C'est pas vraiment une fonction du grand dorsal. Je pense que ça serait plus par rapport à ça, c'est comme le leg extension. Leg extension, je vais pas te demander de mettre une pause tout en haut, là où c'est déjà le plus dur et là où ton quadriceps, on va dire, mécaniquement, physiologiquement, est le plus faible. Est-ce que ce serait pas un coup en plus à devoir fortement réduire la charge qu'on peut utiliser et peut-être pas Voilà, assez stimuler les quadriceps sur la partie la plus exactement. étirée du mouvement? Et autre point du coup, parce que tout à l'heure tu l'as évoqué un petit peu, quand on parlait d'intensité justement avec les profils potentiellement Mmh. avancés, euh, certaines personnes qui vont utiliser plus de volume, qui vont peut-être avoir une Mmh. intensité un petit peu plus basse par série. Est-ce que toi, ça t'arrive de programmer des RIR, et dans quel contexte tu trouves que ça devient réellement un outil intéressant à utiliser? Et Pour potentiellement pour quel profil aussi? pour moi, les répétitions en réserve sont extrêmement intéressantes à utiliser, notamment lorsque quelqu'un est en préparation pour une compétition ou en déficit. Et juste le fait de pouvoir manager sa fatigue, potentiellement taxer moins de glycogène musculaire, ces choses-là, je pense que c'est à prendre en compte et que ça peut être, intéressant et également lorsque le management de la fatigue devient extrêmement important dans une timeline définie. Tu as 25 semaines de déficit, 20 semaines de déficit, peu importe la préparation que tu veux, peut-être 30 semaines de déficit. Tu vas tenter de maximiser au maximum le stress global que tu as de toute ta semaine, sachant que le déficit est déjà un stress, que tu as sûrement peut-être du cardio, que tu as en plus un nombre de pas défini, peut-être que tu as d'autres choses également à côté, plus de stress global, peut-être un moins bon sommeil. Et donc là, justement, être capable de manager justement tes reps en réserve, notamment sur des gros exercices polyarticulaires, je pense que c'est bien. J'irais dire là où potentiellement souvent pousse à l'échec, je sais pas, il faut se demander aussi la fatigue que ça va t'apporter. Est-ce que je sais pas, des élévations latérales, ça va ou non, ou une extension triceps à la corde, ça va t'apporter énormément de fatigue. Et à l'échec sur phase d'élévation latérale, des exercices d'isolation de bras, je pense pas que ça posera de problème en Voilà, c'est ça en réalité. fait. C'est plus Sur un hack squat ou un gros soulevé de terre, parler du potentiel facteur risque sur un soulevé de terre, là on où s'entend. où là en plus peut-être que tu auras plus de dommages musculaires qui te mettent permettre enfin qui t'empêcheront de récupérer plus rapidement et donc peut-être pour la session suivante que tu auras des quads, tu auras toujours des dommages musculaires, enfin tu auras des courbatures, ça sera pas agréable, tu performeras moins bien, tu as l'aspect psychologique de la préparation qui rentre en jeu où tu te dis: «Ah beh, je performe moins bien, j'ai perdu de la force» et
tout ça. Donc je pense que les répétitions en réserve sont intéressantes quand notamment tu es en déficit, plus ou moins agressif, et en préparation pour une compétition. En cas de déficit Dans calorique, la en plupart des réalité. cas, ouais, Ouais. c'est le plus simple, je pense. Mmh. Et pareil, typiquement, en préparation, je crois que c'est quelque chose que tu avais déjà évoqué. Ça pouvait t'arriver de jouer un petit peu avec les tranches de répétition, Ah oui? potentiellement peut-être abaisser un petit peu Mmh. ces dernières, même si en soi, on va pas utiliser énormément de glycogène avec une séance d'entraînement. Toi, tu as quand même vu que ça avait un impact positif sur tes athlètes en préparation? En fait, il faut se demander, c'est avec u je pense que si tu accumules, un certain nombre de séries avec des gammes de répétitions relativement élevées, que tu taxes quand même pas mal de glycogène musculaire. Parce qu'il faut le multiplier par le nombre de séries que tu fais durant ta séance. La charge et potentiellement le Plus muscle, faudrait regarder le muscle que tu utilises, plus faudrait regarder le nombre de glucides que tu as dans la théorie sur ta journée ou sur ta semaine. Et du coup, peut-être que les 3 premiers jours, ça va être facile et le 4e jour d'entraînement, tu as déjà moins de glycogène musculaire à cause du fait que tu peu de glycogène d'une manière globale. Tu en as encore moins à cause des 3 dernières séances qui sont venues, diminuer tes réserves de glycogène. Donc ta 4e séance, tu arrives, tu es relativement mort. Est-ce qu'il vaudrait pas ça vaudrait pas le coup d'avoir justement des gammes de répétition qui se rapprochent plus de, on va dire, entre 5 et 10 à la place des gammes de répétition entre 10 et 20. Et et ça, potentiellement, c'est quelque chose que tu vois plus. Tu vois plutôt d'efficace sur le haut du corps ou le bas du corps, étant donné que généralement, on va avoir un nombre de pas qui est relativement élevé en prep ou en déficit. Potentiellement, l'incorporation du cardio en plus. Généralement, le cardio, on sollicite quand même principalement le bas du corps. Je connais peu de bodybuilders qui font leur cardio uniquement via avec du le, skyerg ouais, ou avec le rameur à bras, là, comment t'appelles ça, ouais, le truc qui est le... le rameau pédalo, vous l'appelez comme vous Ouais. voulez. Ouais, du coup, c'est ça la question. Est-ce que toi, tu l'as principalement utilisé sur le bas du corps ou même sur le haut du corps? Tu Moi, t'es aperçu que ça avait un effet positif sur le maintien des performances et même euh, ouais, la diminution de la fatigue je, perçue par je, je l'athlète? pense pas que j'ai suffisamment de données en tête, enfin du moins de cas pratiques pour dire... Enfin, dans la mesure où je l'ai utilisé sur les deux, je pourrais pas te dire lequel a fait le plus de différence, tu vois. Dans Ouais. la mesure où j'ai diminué sur le haut du corps et sur le bas du corps, je peux pas te dire lequel a fait le plus de différence. Mais tu as vu un impact positif global dans tous les cas en jouant avec les gammes de répétition en préparation. C'est ça ce qui. Ça semble être intéressant. Ouais. Je peux pas confirmer que ça l'est réellement, mais je pense que tu utilises quand même moins de glycogène musculaire et que ça semble plus intéressant. Même chose. Volume un petit peu à la baisse, j'imagine, dans le cadre de fin de préparation, fin de déficit Ouais. calorique relativement prolongé, body fat déjà relativement bas. Le volume minimal pour maintenir des performances correctes. Ça serait, je pense, l'idéal quand tu es en fin de préparation, on va dire les 4 dernières semaines, d'avoir juste un volume qui te permette de maintenir. Parce que votre muscle va pas fondre comme ça. Et peut-être que vous avez l'impression que vous avez fondu parce que vous avez moins de réserves de glycogène également disponibles. Et donc là, la chose intéressante, c'est potentiellement, enfin, il y a un raisonnement qui peut être quand même bête, mais qui, je pense, est réel. Tu as quand même besoin de moins de volume pour maintenir que de volume pour prendre. Beaucoup, beaucoup moins que ce que les gens pensent, à Ouais. mon avis. Typiquement, Florian, combien de séries de quadriceps ou Ah, ben, c'était pas extrêmement faible, ou même Yann, typiquement, qui avait ah, très peu de séries à un moment. ah, Mais Yann qui s'entraîne extrêmement dur, je pense que ça joue voilà. énormément aussi. Mais Yann, au minimum, Yann, je dois me souvenir, on avait dû faire pour une de ses préparations quadriceps à la fin. Je me demande s'il avait pas 6 par semaine. Non, et Florian, c'était un bon exemple parce que Florian, quand on faisait justement classique physique, où il devait perdre beaucoup de poids, la limite de poids, elle était à 103 ou 101 kilos. On a démarré la prépa, je pense qu'il devait être à 120. On avait peu de temps, on avait pas beaucoup de temps, on avait 12 semaines. Il avait extrêmement peu de volume parce il devait avoir 3 ou 4 séries de quadriceps pour 10 jours d'entraînement. Et même là, quand il était en open, il devait avoir, Florian, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça devait être quelque chose comme du 10 ou du 8 séries de quadriceps tous les 10 jours. En une fois, hein. ouais. Et là, quand tu parlais des deux trois séries en classique, en plus de ça, il y avait un contexte de déficit calorique relativement important associé avec une perte de poids, relativement agressive, parce que de mémoire, la préparation était. Pour classique, Ouais, c'était une prépa c'était assez 12 courte, semaines, 12 ou 14 ce qui est semaines. plutôt court pour une préparation en réalité, Attends, mine de attends. rien. Euh, 12-13, il me semble, je crois que tu étais sur une prépa C'était courte. 12 semaines, il y avait à peu près 20 kilos à perdre. Et par contre, là où il avait besoin, et on a bien amélioré d'ailleurs la photo sur Instagram, vous pouvez voir son dos, durant ces semaines, par contre, le dos, il y avait un volume qui était relativement conséquent. Du coup, est-ce que ça pourrait finalement être possible de progresser dans une certaine mesure en déficit calorique? Oui, parce qu'il a fait des choses qu'il n'avait jamais faites avant. Donc, plus de Bah oui. stimulus potentiellement que certaines fibres n'avaient peut-être jamais expérimenté ou dans une mesure qui était tellement faible que
plus c'était pas à cette époque-là, donc c'était il y a 3 ans, putain ça passe vite, hein, il y a 3 ans déjà, ça passe vite. Il était pas désentraîné, mais il s'entraînait plus pour du bodybuilding. Donc sa priorité, c'était pas son dos et les mouvements de dos qu'il avait, c'était à l'époque où il faisait un peu de power, où il sortait de la période power, où il faisait un peu des mouvements d'haltérophilie, il faisait un peu de rowing. Il a jamais eu pendant des mois un tirage, je sais pas, un bras. D'ailleurs, il avait jamais eu de tirage à un bras d'une manière générale dans ses programmations, parce que c'est pas comme ça que son ancien préparateur, enfin son préparateur du coup actuel, programmait. Mais justement, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été capable de progresser. Parce qu'il a fait des choses qu'il faisait pas du tout avant, et là, qui se rapprochaient de ce qu'on a évoqué un peu plus tôt, de l'optimal. Ouais, en réalité, je me rappelle des photos que tu avais publiées justement. Je crois que Florian, il devait être dans sa maison dans le sud, un truc comme ça, l'avant sa préparation et le rendu sur scène. Même si en effet, quand on est sec, oui, ça ressort un petit peu mieux, et Voilà. cetera. Le rendu global au terme du sur le dos, on voyait quand même une amélioration Ouais, significative ouais, au niveau du grand dorsal, ouais, ouais. très clairement. Si vous allez voir, et même chose quand là, on avait fait, même dans les situations qui étaient moins optimales, par exemple Californie, et cetera, là, un point où il a vraiment progressé, ça restait notamment le dos. Tout le long, parce que là, pour le coup, c'est vraiment là où on a le plus optimisé. Et peut-être, par exemple, les jambes, c'est pas là où il a le plus progressé, il a quand même un peu progressé, mais bon. C'était pas l'objectif. C'est là où on était le moins optimal en termes de training, où je le laissais un peu plus faire ce qu'il avait envie. Plaisir. De toute Même chose, façon, ça même chose progresse tout pour les, seul, donc même chose pour les triceps où il n'y avait pas un énorme besoin, même chose pour les épaules où il n'y avait pas un énorme besoin, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Du moment qu'il avait un certain nombre de séries, je pense pas que c'était extrêmement gênant. ouais, ouais, totalement. Et du coup, là, au final, tu un petit peu allé à contresens de ce qu'on pourrait voir sur le papier. Préparation, donc un taux de body fat qui est déjà relativement bas, une énergie à disposition qui est relativement faible aussi, déficit agressif relativement important, et pourtant, tu as quand même fait le pari d'augmenter le volume enfin, mettre un volume très conséquent, mine de rien, sur le grand dorsal. Mhm. Et du coup, j'en arrive à cette question. Est-ce que tu penses que parfois, justement, il faudrait pas ne pas hésiter à s'éloigner un petit peu de ce que pourrait nous montrer la science et se dire, là, il faut qu'on expérimente un petit peu et qu'on voit ce que ça donne avec ce profil-là. Peut-être que ça peut marcher. Je, je- je pense oui, mais je pense aussi qu'il faut se mettre dans le contexte. Les personnes qui parlent que d'optimalité n'ont, enfin de vraiment optimalité sur le papier, n'ont jamais fait ce que j'ai eu la chance de faire. Coacher Florent, objectivement, c'est une chance. Coacher d'autres personnes, WNBF Pro, etc., IFBB Pro que j'ai, c'est une chance également. Euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quelque chose que John Jawett avait dit, et j'étais d'accord avec ça. Vous n'avez potentiellement qu'une chance de travailler avec ces personnes. C'est-à-dire que si le rendu final, il n'était pas terrible, la responsabilité, c'est la mienne, et donc peut-être qu'il n'aurait jamais retravaillé avec moi, ce qui s'est pas passé parce qu'on a quand même travaillé pendant 3 ans ensemble. Donc, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est également, faut un peu se faire confiance quand on est coach et se dire, OK, il y a des choses optimales sur le papier, mais maintenant, il y a des choses également, c'est par rapport à ce qu'il a fait par le passé, c'est quelque chose qui, pour moi, me semblait. Il a enduré des préparations qui étaient très dures. Même en faisant ça, ça restait moins dur que ce qu'il avait fait par le passé. Parce que la diète était plus optimisée, parce que le reste qui avait à côté était également plus optimisé. Donc, à partir de ce postulat-là, je pense qu'ajouter des séries sur le dos, ça n'allait pas être l'épreuve de sa vie non plus. Ouais, et puis, de toute façon, même si sur le papier, tu t'étais écarté de ce qui pourrait être les recommandations, voire même ça aurait pu effrayer certains, tu avais des outils d'évaluation pour te confirmer si tu faisais fausse route ou bien si c'était le bon choix. Et ça, tu l'aurais pas nécessairement su de toute façon à l'issue de la préparation une fois sur scène et tu te dis, ah mince, ça fait 3 mois que je fais une connerie et que j'avance dans le sens inverse en réalité, quoi. Et puis après, là, ça restait un challenge parce que j'avais pas de données par le passé. C'est la première fois que tu travailles avec quelqu'un. Pour la première fois que je travaille avec lui, je suis obligé de faire une préparation. Peut-être pas non plus le contexte le plus idéal Non. pour réfléchir, car vous réfléchissez sous pression. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand même, quand vous coachez une des personnes les plus populaires dans le bodybuilding français, c'est il y a une forme de pression de vous voulez bien faire. Il a bien réussi, il a fini deuxième au Taiwan Pro. Ce qui était sa Avec meilleure place en classique physique. avec un rendu qui était Avec le rendu qui était magnifique. bien, on aurait pu mieux gérer, on l'a dit à de nombreuses reprises, on aurait pu mieux gérer, notamment le jour du show, ce qu'il a mangé, mais le gars qui a gagné, il faisait top 10 à l'Olympia à l'époque. Ah, c'était Euh, All Right. All Right. Yes. Jehoon Park ou quelque chose comme ça, All Right, ouais. Ouais, je crois que c'est ça, qui a bah, lui aussi des cuisses de malade mental en plus et Et qui qui a pas ressemble. vraiment de dos, lui, pour le coup. Non. Mais il Mais a. pareil, si vous le regardez s'entraîner, est-ce que la sélection d'exercices pourrait être optimisée? Là, c'est peut-être quelqu'un, justement, qui pourrait gagner à se dire, je dis ça avec mon tout petit niveau comparé à lui, mais potentiellement tenter une approche différente c'est- pendant 3 4 mois et voir ce que ça je, donne. Est-ce je- qu'il y a des ouais. résultats plus probants? Je crois que c'est un gars qui a déjà fait des squats à 300 kilos, All Right. Ah oui. Si tu vois- D'ailleurs, De toute c'est façon, un. tu regardes les bodies généralement d'origine asiatique,
le squat, ça fait vraiment partie intégrante de leur entraînement et ils ont souvent des Et perfs qui sont très ouais, et impressionnantes. si vous regardez, lui, c'est une superstar en Corée. Allez, ça sur sa chaîne YouTube, je me demande il a pas, il doit avoir au moins 100 ou 200 000 abonnés. Regardez le ratio de vues par vidéo, c'est un truc de malade. Lui, c'est vraiment une superstar. Et puis là-bas, en plus, ils ont vraiment cet aspect un petit peu communauté où ils se tiennent extrêmement fort. Enfin, Ouais, ils adorent les Coréens, je pense que c'est la meilleure communauté asiatique dans le bodybuilding. alors que pourtant, il y en a très très peu. C'est vrai que Coréen, bah, il y a lui, il y a Baki, Oui, non, mais que je veux vous- dire, il me semble qu'en Ah, Corée, le bodybuilding ou même la musculation de manière générale, c'est pas nécessairement une pratique qui est très très. j'en ai aucune idée. Enfin, je me suis jamais renseigné, je sais pas, mais oui. Et puis même en termes de body pro, je sais pas s'il y en a énormément. Je crois pas, mais en tout cas, Il doit y avoir des connais. classiques un peu, mais c'est tout. Et des physique, je pense. Il n'y a Je pas les de connais pas open. beaucoup. Ok. Ah si, il y avait Chulsun, qui avait fait l'Olympia, Ah, qui a été coaché par, je crois, Milo Sarcev. celui qui a des obliques et Ah une taille. non, je confonds, Je confonds avec quelqu'un alors. Je confonds. Il y a un gars qui est coréen, sud-coréen, qui avait, je crois qu'il était préparé par Milo Sarcev, qui était open et qui avait fait l'Olympia il y a des années maintenant. Non mais je confonds. Non, non, je Chulsun, pense. c'est le gars qui était qui était Musclemania Pro, non? Et Ouais, qui bougeait ses pecs. ouais, c'est ça. Ouais, Et qui avait des obliques. énorme. Ouais, voilà, énormes. Un physique un petit peu particulier Ouais, qui. Ça pouvait rentrer dans certains critères, mais peut-être pas tous. ouais. Bah, écoute, oui, on arrive sur la fin de ce podcast. Déjà, Mhm. bah, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Bah, merci J'espère à que toi de ça m'avoir pourra en été. aider pas mal. Si tu avais, on va dire, en restant sur la partie training, parce que Mhm. je sais que tu maîtrises énormément d'autres points, ce serait quoi, on va dire, allez, le meilleur conseil que tu pourrais donner à un coach ou un pratiquant avancé qui souhaite optimiser sa progression ou faire les choses correctement? Qu'est-ce qu'il pourrait aller regarder ou changer un petit peu au niveau de sa vision, sa façon d'aborder les choses? Écouter différents avis de différentes personnes et tenter d'avoir un esprit critique et de garder un esprit critique. L'esprit critique, c'est la meilleure chose à avoir lorsque vous êtes coach ou pratiquant avancé. Ne pas prêcher qu'à une paroisse. Et si quelque chose vous dit quelque chose, si quelqu'un vous dit quelque chose qui a l'air trop beau, c'est sûrement parce que ça l'est. Donc, moi, ce que j'irais surtout dire, c'est gardez un esprit critique, écoutez des personnes qui vont à l'encontre de ce que vous pensez. C'est extrêmement important et je pense que beaucoup de personnes ne le font pas. Moi, j'écoute les personnes qui vont à l'encontre de ce que je dis. Ça veut pas dire que je vais être d'accord avec elles. Ça veut juste dire qu'il faut quand même se tenir informé de ce que d'autres personnes disent pour qu'ensuite vous ayez un spectre, notamment au niveau de votre argumentation, de ce que vous allez faire. Et quand vous êtes pratiquant, je pense que c'est très important de ne pas s'enfermer dans une sorte de doctrine de ce que vous pensez être juste. Il y a pas de. Ça fonctionne pas comme ça la vie, d'une manière générale. Et encore moins l'entraînement. Et donc, je pense, c'est écouter différents points de vue. Et que ça soit francophone, anglophone, ce que vous voulez, lisez les livres de tout le monde, autour de ce qui. Dans la limite de ce qui vous intéresse. Lisez les livres de tout le monde, écoutez des vidéos, des podcasts de personnes que vous estimez dans ce milieu et des personnes qui sont estimées dans ce milieu. Peut-être que vous n'estimez pas, mais qui sont estimées. Écoutez. Écoutez ce que font les autres et écoutez pourquoi justement il y a des personnes qui sont d'accord, pas d'accord. Et après, c'est comme ça que vous créez un esprit critique qui vous permettra d'appliquer les meilleures choses pour les meilleures personnes à un moment donné dans le temps. Il y a des personnes que tu recommanderais de suivre, du côté anglophone typiquement? Training. Ouais, sur la partie training. Hein, Allez, on va dire les 3 personnes que tu recommanderais le plus. Adam Omaki, j'aime bien. J'aime bien aussi, hein, même si on a dit qu'il était controversé, je pense justement que ça permet de remettre en question certaines positions qu'on peut avoir. Donc pour le coup, ça peut être J'irais dire intéressant. Adam Omaki. Après, j'ai pas envie de citer Tom Purvis, etc. C'est des personnes qui sont pas actives sur les réseaux, donc ça sert à rien pour les gens de les suivre. Tom Purvis, vous avez par contre tapé Tom Purvis Sur YouTube. YouTube. Il y a beaucoup de a un vidéos. podcast, Avec Ben Pakulski. 3 podcasts avec Ben Pakulski. Ouais. Tom Purvis, c'est un personnage un petit peu particulier pour le coup, Ouais. mais très agréable à écouter. Et Joe Bennett a fait un podcast avec ou a fait 1 ou 2 vidéos où il parle de lui pendant 1 heure et demie, il me semble. Et Joe Bennett, Joe Bennett a fait une vidéo, tout ce que j'ai appris de Tom Purvis. Je crois qu'il y a même 2 vidéos comme ça. Et Joe Bennett d'ailleurs fait un séminaire avec Tom Purvis dans l'Oklahoma dans quelques mois. De maintenant. Chez lui. Enfin, chez Tom Purvis, parce qu'il habite dans l'Oklahoma. Ouais, à Oklahoma City. Tom Purvis a designé et ça Et vous n'avez pas le droit de filmer dans sa salle, parce qu'il y a des prototypes justement. Donc en premier, j'irais dire Adam Omaki, je pense qu'il a des points de vue intéressants. J'irais dire Kyle Baxter, je le connais. Je pense que c'est quelqu'un de bien à suivre. Surtout qu'il est. En même temps, je suis un peu biaisé parce que j'essaie de regarder des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Ça sert à rien de suivre un compte qui est inactif. En troisième, j'irais dire Jake Tuhura. Je pense que tu vois qui c'est, non? Non, Le spécialiste des tendons. je vois pas qui c'est. Bah, Jake Tuhura, c'est quelqu'un qui, je pense, vous J'irai voir. fera vous remettre en question sur beaucoup de choses d'ailleurs. Je voulais l'inviter sur mon podcast. Et en ce moment, il pouvait pas parce qu'il est en train de créer sa formation autour de justement de ça, mais il m'a dit qu'il viendrait après. Donc, je ferai un podcast avec Jake Comme ça, Tuhura. t'es au courant, futur podcast à aller. Enfin, du moins, j'espère, mais
et qui sera traduit en français. Parce que je crois que c'est un Américain ou un Canadien. Et en quatrième, j'irais dire, celui qui dit des choses intéressantes sur le training, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est Ben851 sur Instagram, Benjamin Breton, qui est le patron de la salle Forge Gym à Bangkok, euh, qui est IFBB Pro et qui a des points de vue spéciaux, on va dire, sur tout ce qui est nutrition, produits dopants et training, mais je trouve qu'il y a certaines choses qu'il dit sur le training Qui sont qui, intéressantes. qui sont intéressantes. C'est pour ça que j'aime bien. Bon, je le connais personnellement, donc je l'aime bien, mais je pense qu'il dit des choses intéressantes. Et c'est, on va dire, j'essaie aussi de citer des gens peut-être qui sont pas super connus là, pour que les gens les suivent. Et personnellement, même si beaucoup d'entre vous le connaissent, mais je pense qu'il y a une partie de mon audience qui ne le connaît peut-être pas, Jordan Peters. Je pense aussi que c'est quelqu'un de très intéressant à Ouais, suivre. Vous regardez déjà parce qu'il publie énormément de ses vidéos tous les d'entraînement. jours. Et ce qui est très intéressant à chaque fois, c'est que vous avez l'intégralité de son processus de raisonnement sur le pourquoi du choix des exercices, pourquoi il fait tant de séries. Typiquement, vous voyez que c'est quelqu'un qui a des très gros niveaux de force, qui avant fonctionnait beaucoup à travers top set, back off set, uniquement une à deux séries par exercice. Maintenant, il peut en faire 4, 5, même potentiellement 6, qui a su se remettre en question sur enfin, se remettre en question, qui travaille avec des spectres différents, et vous avez tout le process de raisonnement, et c'est hyper intéressant. Vous Mmh, pouvez scroller et manger ces posts pendant 2 heures, vous aurez tout le temps de petites mmh. pépites à aller chercher, je pense. Je suis d'accord. Merci Antoine. Avec plaisir. Oui. Où est-ce qu'on peut te... Je pense que la plupart te Bah, connaissent, mais où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux, ta formation? surtout The Prep Dad sur YouTube pour les personnes qui sont intéressées. C'est le plus important. C'est là où je fais des contenus longs, 3 fois par semaine. Donc 3 fois par semaine. Allez-y. YouTube, je pense, c'est le plus important. Merci beaucoup.